Alors, Frédéric Boncassin, donc j'ai fait du vélo dès l'âge de 8 ans à l'école de cyclisme de Villeneuve Cycliste. Puis je suis passé par toutes les catégories, minime, cadet, junior, équipe de France junior. J'ai fait mon armée au bataillon de Joinville en 87-8. Et je suis passé pro en 90, donc j'ai été professionnel pendant 10 ans, toutes les années 90, de 90 à 99, avec 3 équipes différentes, Castorama, où les leaders étaient Laurent Fignon, Björn Ries, et puis j'avais Cyril Guimard comme directeur sportif. Après, je suis parti dans une équipe hollandaise, qui est l'ancienne Jumbo-Visma, en gros, qui était World Perfect et Nouvelle en 93, 14 et 15. Et après, je suis revenu en France pour 4 ans avec l'équipe GAN et Crédit Agricole. Alors, j'ai été licencié au club de Blagnac les années cadet, junior et senior, la première année. Qu'est-ce que je retiens? Je retiens que j'ai quand même appris le métier, puisque le président à cette époque-là, c'était pas ni Cathy, ma cousine, ni Gaëtan, c'était Georges Guet. Et donc, j'ai appris pas mal à son contact, parce que c'était un ancien professionnel qui m'a donné pas mal de conseils. Et je retiens une très très bonne expérience d'avoir appris le vélo, de m'être fait plaisir. Donc voilà, c'était du très très bon temps. Alors mon arrivée dans le monde professionnel, ça a été, je vais dire, assez facile, parce que j'ai eu des bons résultats ma dernière année amateur. J'étais dans un club près de Paris, au CSM Persan, qui était BIC, qui était plutôt un club orienté vers le cyclocross, puisque j'étais pas mal aussi en cyclocross. Et puis après, dans la saison sur route, j'ai eu pas mal de bons résultats, et notamment Paris-Roubaix amateur que j'ai gagné. J'ai gagné aussi une étape de la route du Sud, qui est maintenant la route d'Occitanie avec des professionnels. Donc on était en équipe de France et j'avais battu les professionnels. Et je suis facilement passé professionnel. Ouais, mon arrivée chez les pros, en fait, assez facile. Assez facile. Ma première année, j'ai gagné 4 courses. Et donc, et puis une équipe où j'ai appris aussi le métier avec Cyril Guimard. Non. Non, le maillot jaune, pour moi, ça a été une décoration. C'est le Graal quand on a le maillot jaune à Paris, comme tous les vainqueurs du Tour de France. Moi, ça a été, je l'ai porté une journée et c'est un très très bon souvenir. Mais le Graal, c'est quand même pour moi le maillot de champion du monde. Donc voilà, après, c'est une belle chose. C'est vrai que le Tour de France, c'est la plus belle épreuve du monde. Mais après, moi, j'étais plutôt orienté classique et j'étais pas fan du Tour de France. Alors moi, j'étais un grand passionné des courses flandriennes, parce que ce n'était pas du vélo uniquement sur la force, c'était tactique, physique, technique. Il y a une partie c'est un combat quand même. Dans la course, il y a du combat. Et c'est ce qui me plaisait dans ces courses-là, avec le mauvais temps, les routes glissantes, passer d'une grande route à une toute petite route, des monts en pavé. Enfin, c'était vraiment... pour moi, c'est le cyclisme que je préférais. Oui, alors dans ces courses-là, il faut frotter, mais énormément. Il faut savoir que les courses en Flandre sont dans un espace pas très grand. Hein, on pourrait dire que c'est un peu le Tour de Toulouse, les Flandres. Et on attaque tous les coteaux. Donc on roule sur des grandes routes, et tout d'un coup on prend route à droite par exemple, avec une route très étroite. Et tous les coureurs, il y a 180 coureurs qui ont la même information, il faut rentrer dans les 10-15 premiers. Donc 180 coureurs qui veulent rentrer dans les 15 premiers, ça ne rentre pas. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les 20 km, les 10, 15, 20 km qui précèdent ces moments stratégiques de course, tout le monde veut se placer. Ça veut dire que le peloton roule très très vite. Les leaders se font remonter par des équipiers qui se sacrifient pour ces moments-là, pour les placer. Donc il faut pour rester placé, il faut frotter un peu, faut y aller vraiment au culot. Faut pas baisser les bras, faut garder sa place, faut pas hésiter à mettre des coups de coude. Et les places sont très très importantes pour arriver à faire un bon résultat, pour s'économiser. Et donc on apprend beaucoup à frotter, ouais, dans ces courses-là. Et c'est ça, frotter, c'est ça en fait. Batailler pour garder sa position. Par exemple, là où ça frotte vraiment fort pour Paris-Roubaix, c'est avant le secteur de Troisville, le premier secteur, où tout le monde doit rentrer aussi dans les 10-15 premiers. Donc les anecdotes, c'est que ça rentre à fond. Il y a des coureurs qui roulent derrière les voitures qui sont stationnées dans les rues, sur les trottoirs. Maintenant c'est interdit, mais à mon époque c'était comme ça. Ça se resserre, bon, on arrive à passer, et puis quand ça passe, il y a un moment quand on rentre sur cette petite route, ça rétrécit, et là ça vole. Donc on entend derrière, on entend les bruits de vélos qui s'entassent les uns dans les autres, et ça c'est assez fréquent quand même. Alors, c'est vrai que je me suis frotté à des grands sprinteurs, hein. Dans la liste, il y a Cipollini en numéro 1, Abdou Japarov, Nelissen, Blythe Evans, c'était des grands sprinteurs, Minali, Zabel, qui a été 5 fois maillot vert au Tour de France. Et donc le
Pour moi, le plus grand, c'était quand même Mario Cipollini, parce qu'il avait une équipe pour lui. Il avait que des gars d'un mètre, entre 1m90 et 1m95. Il y en avait 4 ou 5 qui faisaient les derniers kilomètres à fond, et lui, il était aspiré derrière. Et puis quand ça s'écartait, il sprintait. Et, au démarrage, il nous plantait 5-6 mètres. Et à l'aspi, on arrivait à revenir dans la roue, mais c'était toujours trop tard. Donc pour moi, le plus grand, ça a été lui. Après, le plus fou, ça a été Abdou Japarov, avec qui je me suis frotté pas mal justement. Mais c'est que des bonnes expériences et des bons souvenirs, en tout cas. La réputation de casse-cou, je la tiens que quand j'étais petit, je faisais déjà des roues arrière. Maintenant, quel enfant presque ne fait pas de roues arrière? Moi, j'en ai fait très tôt. J'aimais le cross, j'aimais que ce soit en vélo, en deux roues quoi, en fait. Et j'étais assez facile sur le vélo. Donc, casse-cou parce que je pense chaque fois que ça va passer. Donc, oui, c'est vrai que je le suis, mais comme je dis, c'est parce que je sens que ça peut passer. Si ça passe pas, je tente pas, mais ça passe souvent quand même. Moi, je pense que le travail, ça se fait sur le physique. Là, ça, on le travaille en permanence, toute l'année. Et d'ailleurs, quand on est cycliste, on ne pense qu'à ça. Tout ce qu'on fait, qu'on mange, qu'on boit, qu'on dort, qu'on ne sorte pas, tous ces sacrifices, c'est pour le physique. Après, le travail sur l'adresse, c'est pas inné, mais ça se travaille très jeune. C'est-à-dire que tout ce qu'on pratique quand on est jeune, que ce soit de la piste, du cyclocross, du VTT, de la descente, du cross-country, du BMX, de la route. En faisant toutes ces disciplines-là, on développe plein de réflexes, plein d'automatismes qui font qu'après on est technique. Et donc, voilà, dans le vélo, il y a le travail qui est pour le physique et le reste c'est du travail mais plutôt ludique aussi. Quand on travaille sa technique, c'est plutôt ludique. Il y a de l'instinct, l'instinct, mais après c'est l'instinct, c'est les passions. Il y en a qui n'aiment pas forcément faire du BMX ou du cross. Donc à l'instinct, ils vont faire d'autres choses techniquement sur le vélo. L'instinct, ça sert plutôt à sentir une échappée. Ça va sentir la course. Voilà quoi. Alors après le vélo, c'est assez compliqué parce que moi j'ai arrêté le vélo à 31 ans. J'ai fait 10 ans professionnel et j'ai arrêté l'école à 16 ans. Donc j'ai pas eu de diplôme, j'ai rien eu. Et quand on s'arrête, on s'arrête carrément quoi. Donc la reconversion est assez compliquée. Donc j'ai essayé de faire des choses que j'aimais, à continuer la vie par passion. Et puis petit à petit, on se rend compte que la vie par passion, j'ai gagné ma vie par passion avec le vélo, c'est le sport. Après dans la vie c'est plus compliqué quand même. Donc j'ai refait des remises à niveau, un peu des formations et puis je me suis reconverti, mais ça a été très très long parce que j'ai tenté pas mal de choses. J'ai tenté un hôtel, tenté des gîtes, j'ai tenté un magasin de vélo, j'ai tenté beaucoup de choses. Et là où je trouve pas mon compte finalement chaque fois, c'est que il me manque le côté d'adrénaline qu'on a en compétition. Et je me rends compte que dans ma vie, ce qui manque le plus, c'est la compétition. J'ai une bonne reconversion parce que pour moi, la reconversion, c'est aussi de dire voilà, on a une vie qui nous plaît, on arrive à faire des choses qu'on aime. Moi, je fais des loisirs que j'aime, je vis avec des gens que j'aime, donc la reconversion est bonne. Voilà, après, financièrement, c'est pas toujours la question, hein, mais financièrement, c'est pas ce que c'était dans le vélo non plus. On gagne bien sa vie quand on est sportif. Après, il faut se reposer sur terre, descendre son nuage et admettre que de gagner des sous, c'est plus difficile dans la vie normale que dans le sport. Ouais, c'est sympa, mais pour être dans ce métier-là, il faut être compétent. Et donc pour être compétent dans les médias, il faut suivre l'actualité en permanence. Et j'ai pas la passion de suivre en permanence toutes les courses de vélo à la télé pour être au courant de ce que je raconte. Et il faut faire ça. Il faut passer par là, aller sur Internet, se renseigner, se tenir au courant de toute l'actualité pour être crédible. Je veux dire, mon expérience de cycliste ne suffit pas. Donc j'ai pas la passion de faire ça. Donc dans les médias, c'est sympa pour parler un peu, mais après m'exprimer sur mon passé ou des choses que je connais, ça va. Après, sur l'actualité vraiment récente, je suis pas compétent. Alors, mes expériences de directeur sportif, j'ai eu l'équipe de France. J'ai été sélectionneur et directeur sportif pendant 5 ans, des Jeux d'Athènes en 2004 jusqu'aux Jeux de Pékin en 2008. Et ensuite, en 2012, j'ai été chez Sanofi. Team Type 1 qui était une équipe où il y avait des diabétiques, donc des coureurs sans diabète. On a fait un bon programme. Qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté? C'est pareil un peu, c'est le manque d'adrénaline
Moi, j'ai pas trouvé mon compte. En équipe de France, c'était sympa parce que il y a pas longtemps que j'avais arrêté. J'étais au contact de jeunes coureurs que j'aimais bien. Je les ai conseillés, sélectionneur, c'est aussi un métier vite fait. On prend des coureurs qui ont des bons résultats, on fait une équipe, voilà. On joue pas sur leur côté physique, on joue sur le côté tactique, c'est tout. Donc c'était pas le même métier que directeur sportif chez Sanofi, mais j'ai pas trouvé mon compte sur l'ambiance, la nouvelle ambiance entre les coureurs, parce que j'ai quand même arrêté en 99. Et ça, c'était en 2012. Et donc, l'ambiance des coureurs avec ces nouveaux moyens de communication, c'était pas trop mon truc. Parce que moi, j'étais habitué on était en charme, on rigolait, on avait une équipe de copains. Là, je sentais des distances finalement entre les coureurs. Il y a du professionnalisme maintenant qui est plus le même que quand j'y étais. Et du coup, je me suis pas senti trop bien. Et puis, le programme d'un directeur sportif est bien plus élevé qu'un programme de coureur. C'est-à-dire que coureur, en gros, je faisais 100 courses par an. Et directeur sportif, c'est 100, 150, 180. Donc, je parle de jours de déplacement. Donc, au niveau familial aussi, c'était compliqué. Donc, voilà, l'expérience en elle-même est pas trop mal. Mais j'ai pas exactement fait ce que je voulais. Donc, voilà, j'ai arrêté, c'est pas un problème. Ça, pour moi, c'est le plus difficile. Parce que quand j'ai arrêté le vélo, j'étais parti sur des courses de moto. Et en fait, j'ai trouvé mon compte. Parce que je suis un ancien coureur. Tout le monde me dit, mais pourquoi tu refais pas du vélo, des cyclos, tout ça? Non, j'ai pas la même adrénaline. Dans une cyclo, on n'a pas la même chose. Une course, on a une ligne de départ, une ligne d'arrivée. Et au milieu, il y a des plans de chaque équipe, il y a des stratégies, il y a des coureurs, il se passe des choses, des ennuis mécaniques, des pépins physiques. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui font que au niveau de l'adrénaline, du stress et tout, c'est vraiment bon. Moi, c'est ce que j'aimais dans le vélo. Dans la course, j'aimais pas l'entraînement, j'aimais que les compétitions. Par contre, après ma carrière, j'ai fait de suite de la moto. Et le motocross, et l'enduro que j'ai fait, me procure ces sensations et me comble un peu ce vide. Moi, quand je fais une course de motocross, même maintenant, quand je suis derrière la grille de départ et qu'on est 40 pilotes à attendre que la grille se baisse, au niveau sensation, ça me procure vraiment du bien et je m'y retrouve grâce à ça. Je suis de très très loin. Je regarde les courses qui me plaisent à la télé. C'est-à-dire que là, je suis un peu ce qui se passe en Belgique. Bon, après, maintenant, il y a aussi des coureurs qui sont, pour moi, qui sont super intéressants. C'est vrai, quand on prend Pogacar, Van Der Poel, Van Aert, c'est des mecs super, quoi. Ça donne envie de regarder le vélo. Bon, il y a pas longtemps, il y avait Sagan. Et bon, Alaphilippe, il était bien aussi. La Stan, il est un peu dans le dur, mais bon. C'est des périodes de la vie qui sont compliquées aussi des fois pour lui, il a été papa, tout ça machin. Donc je suis un peu le vélo comme ça. Après le cyclisme amateur, je suis pas forcément. Je le suivais quand mon fils Maxence en faisait. Et maintenant que j'ai plus quelqu'un vraiment à suivre, je fais la moto. Et je m'occupe de moi. Et c'est vrai que ça me manque un peu ça aussi. Parce que j'ai toujours l'impression quand même d'avoir des choses à faire passer. J'ai quand même une expérience et j'aime faire passer ça aux jeunes. Et je me dis, bon, un jour pourquoi pas me remettre à suivre les jeunes. Parce que j'aime vraiment ça, mais je suis pas forcément le cyclisme amateur, non. Oui, mais c'est sûrement possible. Justement, à cause des moyens professionnels qu'utilisent maintenant toutes les équipes. Avant, avant, moi déjà, les gens avant moi étaient moins pros que nous. Nous, on avait déjà des programmes d'entraînement bien performants déjà. Maintenant, il n'y a plus de place à l'erreur. C'est-à-dire que au niveau diététique, c'est parfait, les programmes sont parfaits. On va chercher vraiment le maximum. On va tirer le maximum de chaque coureur. Et puis chaque coureur veut réussir aussi. Donc le niveau est très haut. C'est vrai que moi j'ai eu un ancien coureur que j'avais qui était chez Education First. C'était El Fares. Et c'était l'an dernier que je l'ai eu. Il m'a dit, mais Fred, je te jure, mes performances perso, elles sont au top. J'ai jamais été si fort. J'en chie comme c'est pas possible. Donc c'est vrai que le niveau a dû s'élever. Le niveau moyen, mais ça c'est dans tous les sports, c'est les moyens techniques maintenant. Et voilà quoi. Je suis pas trop d'accord. Les sprinters, c'est sprinters. Quand il y a des talus un peu trop forts, ils passent pas. Et bon, mais actuellement, de qui on peut parler? Quel exemple on peut prendre? Si on prend Van Aert, Van Der Poel, qui bataille avec Pogacar. Et Pogacar, dans un sprint, il est capable, en duel, de battre Van Aert aussi au sprint. Moi, dans mon époque, alors pour revenir sur mes expériences, Zabel, c'était un sprinter qui passait très très bien les bosses. Donc il allait gagner des courses à certains moments, des étapes, des points où nous on passait pas. Non, c'est pareil. En ce moment, ce qui fait la différence, c'est deux coureurs.
Van Aert et Van Der Poel, qui sont ni sprinteurs, ni grimpeurs, ni rouleurs. Ils ont une seule chose, c'est qu'ils sont très 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 forts. Ils ont une puissance au-dessus de tout le monde. Donc ils passent partout. Sauf en automontagne évidemment, très très haute montagne ça passe pas. Mais les sprinteurs non, gagneront toujours les mêmes courses, les sprints massifs, et ne passeront pas les bosses. De toute façon, ils sont obligés d'essayer de progresser, mais tous les sprinteurs essaient de progresser. Quand on gagne des sprints de course d'un jour et qu'on veut batailler pour le maillot vert Tour de France, la première chose qu'on travaille, c'est les bosses. On va monter des cols, on change un peu sa façon de s'entraîner pour marquer des points, même là où il y a des bosses. Donc ça, on l'a toujours fait, ça change pas. Le seul truc, c'est que tout le niveau, dans toutes les spécificités, que ce soit les sprinters, les grimpeurs et tout, le niveau se relève. Et ce qui empêche le sprint, certains moments, c'est ces coureurs-là qui attaquent des fois, on ne sait pas où, ça se faisait pas ça avant. Un mec qui attaque à 50 bornes de l'arrivée. Donc ces gars-là, ils perturbent un peu les schémas qu'il y avait avant. Mais ça, c'est super pour le vélo. Mais les sprinters resteront les sprinters, les grimpeurs, et ça ne changera pas. Et on ne peut pas s'adapter. Quand on est professionnel, quand on a une qualité qui sort du lot, il faut la travailler. Parce que chez les pros, ce qui paye, c'est la qualité, c'est celle qu'on a qui marche le mieux, quoi. Après, on est équipier sinon. Moi, j'ai été au début de l'arrivée des oreillettes, donc 98, 99. Bon, nous on avait 3 par équipe quand on était 9, donc on nous demandait si on voulait les mettre. Moi, j'aimais pas déjà, première chose, parce que une oreillette d'un côté, j'avais l'impression que ça me déséquilibrait un peu. Après, je sais plus comment c'est maintenant, mais nous, franchement, à part on entendait grésiller, crier, on comprenait pas vraiment précisément ce qui se disait. L'oreillette fait débat, c'est les moyens de communication de maintenant. Il faut s'adapter. Vous savez que tactiquement sur les courses, ça joue beaucoup. Et ça rend les courses presque monotones. Mais arrive un moment quand les courses sont bien faites, l'oreillette ne sert pas à grand chose. Ce qui est important, c'est comment on amène une équipe, comment on fait partager les émotions avec les coureurs, comment on leur fait comprendre aussi la tactique surtout. Et après l'oreillette, elle fait son boulot quand on dit voilà, il faut qu'un tel travaille. Ça, c'est des ordres, c'est du professionnalisme. Chez les pros, c'est bien. Après, en dessous, je pense que non. Faut laisser faire l'instinct. Ça, c'est une grosse question parce que franchement, moi, c'est le sport que je préfère. Je pratique la moto, j'adore. Mais le vélo, il n'y a rien changé. Si, il y a des choses, une réforme, je vais pas dire les contrôles qui sont lourds, quoi. Mais le suivi Adams, quand on est coureur pro, c'est lourd. C'est obligatoire parce que bon, on est tellement suspecté. Je veux dire, à un moment, c'est compliqué, quoi. Tout le temps, à un moment, c'est chiant, quoi. Mais bon, c'est pas... La réformer, non. Franchement, le vélo, pour moi, ça va, quoi. Ni l'oreillette parce que c'est moderne, les contrôles parce que c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, le casque. J'aimais pas le casque. Mais le casque, maintenant, c'est plus le casque qu'on avait. Ils sont bien, tout le monde roule avec des casques. Voilà, donc je changerai rien, moi. Je laisserai faire comme c'est parce que c'est un beau sport et c'est top. Oh là là, moi, je sais pas, moi, d'avoir un bon genou, là, j'ai mal au genou. C'est tout. Après, moi, j'ai une vie qui me va bien, je me régale, tout le temps. Donc, que la famille, que tout le monde aille bien, la famille et les amis, tout ça, voilà, c'est ça. Et que tout le monde se régale.